Faut vraiment se représenter la scène avec précision. On est en octobre 2024, Ouais, dans le tout petit village de Tajueco, perdu au cœur de l'Espagne. On parle d'un endroit qui compte quoi? 56 habitants à peine? c'est ça, un village où absolument tout le monde se connaît. Exactement. Genre de bourgade où une voiture inconnue, ça attire forcément les regards. Et surtout, une voiture surmontée d'une espèce de mât bardé d'objectifs photographiques. La dernière fois qu'un truc pareil avait traversé leur rue, c'était en 2009. Et là, sur le toit, il y a un algorithme qui fait son boulot. Il mitraille l'environnement, de façon totalement mécanique, sans aucune intention. Et le truc fou, c'est que c'est seulement des semaines plus tard que la situation bascule. Ouais, parce que des enquêteurs espagnols pataugeaient depuis 1 an sur une disparition qui était complètement inexplicable. Hmm. Sans la moindre piste, du coup, ils finissent par éplucher des images récemment mises en ligne sur les plateformes de navigation. Un peu en désespoir de cause, non? Totalement. Et sur un cliché capturé vraiment au hasard dans une rue poussiéreuse, il découvre une scène sidérante. On y voit un homme qui est en train de charger un sac massif, un sac dont la forme est indéniablement humaine, dans le coffre d'une Land Rover rouge. C'est un scénario de thriller. Et ce simple passage complètement par hasard, ça a fourni la pièce manquante du puzzle. Parce que l'image d'après montrait même une silhouette poussant une brouette avec un grand paquet blond. C'est glaçant. Ah oui. Et ce détail a permis d'arrêter 2 personnes, la femme de la victime et le barman du village, un type surnommé El Lobo. Le corps a d'ailleurs été retrouvé peu après, démembré, dans un cimetière du coin, à Andalouse, une commune de 12 habitants, tenez-vous bien. Ce qui donne le vertige dans cette histoire, bon, au-delà du côté sordide de la résolution, c'est l'absence totale de préméditation dans la capture de la preuve, en fait. C'est clair, il n'y avait pas de mandat. Voilà, aucun mandat judiciaire, aucune filature, zéro soupçon préalable. La caméra, elle fonctionnait juste selon sa programmation technique de base pour faire de la cartographie. Et l'ironie absolue là-dedans, c'est que l'IA chargée de protéger la vie privée a parfaitement fait son travail. Elle a consciencieusement flouté le visage du meurtrier présumé pendant qu'il chargeait le corps. Ouais, elle a masqué l'identité, mais elle a évidemment peu compris la nature criminelle de la scène. Bah non, c'est une machine. On se retrouve face à une sorte de témoin universel. Moi, j'appelle ça un dieu omniscient de poche, tu vois. Ah, c'est une bonne image, ouais. Un œil mécanique qui dort jamais, qui cligne jamais des yeux, et surtout, qui n'émet aucun jugement moral sur ce qu'il ingère. Et c'est justement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Tout à fait. On va décortiquer l'enquête monumentale publiée par Block News, c'était en avril 2026, qui dresse le bilan des 20 ans de Google Street View. En 2 décennies, ce truc est devenu la plus vaste archive visuelle de l'histoire humaine. Et les chiffres de l'article sont astronomiques. On parle de 280 milliards d'images 280 milliards, ouais. et 16 millions de kilomètres sillonnés à travers plus de 110 pays. C'est vraiment devenu une infrastructure fondatrice de notre civilisation moderne. Exactement. Et pour saisir comment une simple appli de navigation finit par résoudre un meurtre par accident, faut revenir au début. Comment est-ce qu'on a pu, physiquement, capturer le globe entier à hauteur d'homme ? Au départ, c'était un défi logistique qui semblait complètement délirant. Faut se remettre dans le contexte de 2001. C'est né dans l'esprit de Larry Page et l'idée tenait littéralement sur un post-it. Ah ouais, le fameux post-it. Photographier toutes les rues du monde à 360 degrés. Ça paraît tellement insolent comme idée. Surtout avec la technologie de l'époque. Au début, c'était hyper expérimental, presque du bricolage. Ils faisaient des tests en fixant des caméras grand public sur le toit de camionnettes. Avec des montagnes de disques durs dans le coffre, c'est ça ? Voilà, des disques durs physiques qui saturaient en quelques heures à peine. D'ailleurs, quand ils ont lancé le service en mai 2007, ça couvrait uniquement 5 villes américaines. C'était vraiment les balbutiements. Mais l'enquête de Block News détaille bien comment ils ont dû repenser tout le matériel. La bagnole avec son mât d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ah, plus du tout, ouais. Aujourd'hui, le mât standard, il embarque 9 caméras haute définition, toutes équipées de capteurs CMOS. L'avantage de ces capteurs, si j'ai bien compris l'article, c'est qu'il n'y a pas de pièce mobile. Exactement, il n'y a aucun obturateur mécanique qui s'ouvre et se ferme. C'est crucial quand tu dois résister aux vibrations d'une voiture qui se mange des nids de poules à longueur de journée. Mais l'innovation vraiment majeure, c'est l'intégration du LiDAR. Attends, là, faut qu'on fasse une pause. Le mot lidar, il revient en boucle dans la source. Concrètement, pourquoi ils s'embêtent à mettre des lasers sur une voiture de cartographie ? Qu'est-ce que ça fait de plus qu'une photo 360 classique ? Le problème d'une photo, c'est que c'est désespérément plat. L'objectif, c'était plus seulement d'avoir l'image de la rue, mais de comprendre sa vraie géométrie en 3 dimensions.
Ok, je vois. Du coup, le lidar envoie des millions d'impulsions laser invisibles tout autour du véhicule et il chronomètre le temps que met chaque rayon pour rebondir sur un mur, un panneau ou un arbre et revenir au capteur. Donc c'est un peu comme le sonar d'une chauve-souris, mais avec de la lumière en fait. C'est parfaitement résumé. Grâce à ça, la machine génère ce qu'on appelle un nuage de points. Au lieu d'avoir juste des pixels plats, le système sait qu'un bâtiment est à 4,2 mètres très précisément et qu'un panneau est à 2,1 mètres de haut. Ah ouais, donc l'image photo, elle vient juste se coller par-dessus comme un papier peint sur une structure 3D. Exactement, c'est grâce à ça que tu peux mesurer la distance entre deux trottoirs depuis ton canapé. Mais bon, même avec le lidar, la voiture, elle passe pas partout. Ah, ça, l'article de Block News liste les moyens improbables qu'ils ont utilisés pour aller là où les bagnoles vont pas, et c'est génial. Ouais, c'est assez comique à lire. On est passé des voitures aux trekkers, l'énorme sac à dos porté par des randonneurs, il y a eu les motoneiges sur les glaciers, les gondoles à Venise pour les canaux, et mon détail préféré, les dromadaires équipés de caméras pour filmer les dunes des Émirats arabes unis. Non mais la volonté de ne laisser aucun angle mort est juste obsessionnelle. C'est clair. Mais Maria Biggs, la responsable technique qui est interviewée dans le dossier, elle explique que la vraie révolution logistique, le vrai point de bascule, ça date de 2025. Ah oui, avec les caméras envoyées par la poste. Voilà, avant, il fallait envoyer des véhicules hyper spécialisés par cargo à travers le monde. Là maintenant, c'était cauchemardesque. Et en 2025, ils ont réussi à miniaturiser toute cette tech dans un boîtier portable de quelques kilos. Mais ça, d'un point de vue stratégique, c'est un vrai cheval de Troie logistique. Je trouve ça brillant. T'as plus besoin de payer une armée d'ingénieurs de la Silicon Valley pour voyager. Le processus devient totalement passif. C'est exactement le terme, ouais. Ils envoient le boîtier par colis à un partenaire local, genre en Namibie, en Bosnie-Herzégovine, au Liechtenstein. Et le partenaire loue une caisse de location banale, il fixe le truc sur les barres de toit et roule ma poule. C'est ça. Et en un an, des pays entiers sont apparus sur la carte comme ça, grâce à cette sous-traitance presque invisible. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie fascinante de cette exploration. Maintenant que les caméras ont tout capturé, même les recoins inaccessibles, qu'est-ce qui se passe quand les gens commencent à éplucher ces images? C'est une conséquence que les créateurs n'avaient pas du tout anticipée. La plateforme de navigation s'est transformée en une énorme machine à faire des découvertes scientifiques mondiales. Bah oui, c'est la naissance d'une nouvelle espèce, que j'appellerais l'Indiana Jones de bureau. T'as des passionnés et des scientifiques littéralement en chaussons dans leur salon qui font les plus grandes découvertes du siècle. L'exemple du mont Mabou au Mozambique est incroyable pour ça. C'était en 2008. Tu as des chercheurs basés à Londres qui cherchaient de nouveaux terrains d'études en Afrique. En croisant des vues satellites et des images d'approche, ils repèrent une zone sombre inexpliquée. Ils montent une expédition physique et bam, ils tombent sur une forêt vierge de 80 km². C'est immense. Gigantesque et remplie d'espèces de caméléons et de papillons totalement inconnus de la science. La zone avait été épargnée à cause d'une longue guerre civile. Et sans cet outil numérique, elle serait restée invisible. Bon, repérer une forêt inconnue d'en haut, je peux comprendre. C'est gros. Mais l'enquête mentionne aussi des découvertes archéologiques. Et là, je t'avoue, j'ai bugué. Comment tu peux trouver des ruines enfouies sous plusieurs mètres de terre en regardant un écran à longueur? L'algo, il n'a pas une vision à rayon X, si. Ah non, bien sûr que non. C'est là qu'on utilise la détection en direct. Prends le cas de Luca Mori en 2005. Le programmeur italien, c'est ça? Oui, il regardait des champs près de chez lui sur son écran et il a découvert une villa romaine antique grâce aux indices phytologiques, ce qu'on appelle les crop marks. Les quoi? En gros, quand un mur en pierre antique enfoui sous un champ de blé, la couche de terre au-dessus de ce mur est beaucoup moins profonde, donc elle retient beaucoup moins l'eau. Ah, d'accord. Du coup, s'il fait sec, les plantes qui poussent pile au-dessus des fondations cachées vont jaunir plus vite ou pousser moins haut que le reste du champ. C'est fou ça. Donc depuis le sol, tu vois rien, mais d'en haut, les plantes dessinent littéralement le plan du bâtiment. C'est une vraie radiographie végétale. C'est le terme parfait. C'est d'ailleurs le même principe qui a révélé, en 2020, la cité d'Ostia Antica, une ville entière qui abritait 100 000 habitants près de Rome. C'est prodigieux quand on y pense. Les bâtiments anciens se trahissent par la façon dont les plantes respirent, des siècles plus tard, et une simple caméra vient figer ce moment. Et cette culture de l'observation de masse, ça n'a pas servi que la science. Ah non, il y a des répercussions judiciaires hallucinantes. Grave. L'histoire du mafieux italien, là, Secondo Branchini, c'est l'une des affaires les plus dingues de l'article. Un mec en cavale pendant 20 ans. Il échappe à Interpol, à toutes les polices européennes, et en 2019, fini. Et comment? Pas grâce à des inspecteurs d'élite. Non, grâce à des internautes qui épluchaient les images d'une petite ville d'Espagne.
L'IA avait bien flouté le visage du type devant une épicerie, mais ces enquêteurs amateurs ont reconnu la combinaison hyper spécifique de ces tatouages sur les bras. Encore une fois, la machine documente tout de façon impartiale, et c'est le regard humain qui y trouve un sens criminel. Sauf que voilà, aujourd'hui, le regard humain, il est complètement dépassé par le volume de données. Et c'est là que l'article de Block News prend une tournure presque science-fictionnelle. Totalement. Parce que la machine n'attend plus qu'on regarde ses photos. Elle s'est mise à les lire et à les manger toute seule. On a dépassé le stade de la simple carte routière depuis longtemps. Ah oui, c'est un changement de paradigme complet. Le réseau avale aujourd'hui 50 milliards de nouvelles données par jour. Et sur ces 50 milliards, l'écrasante majorité sera jamais vue par un œil humain. C'est l'intelligence artificielle qui s'en charge. Voilà. Elle analyse chaque pixel avec la reconnaissance optique de caractère, l'OCR. Quand l'algo regarde l'image d'une boulangerie, il voit pas juste un commerce. Il lit les horaires sur la vitrine, c'est ça? Il lit ouvert de 8h à 19h, il extrait le numéro de téléphone écrit à la craie sur l'ardoise, il repère s'il y a une rampe pour fauteuil roulant et il enregistre le panneau de limitation de vitesse d'à côté. Et les implications sont titanesques. L'article prend l'exemple du Brésil. Avec des données cadastrales un peu chaotiques à la base, ce processus de lecture automatique a permis de vérifier et de fiabiliser 90% des adresses du pays. C'est énorme! Mais le vrai coup de maître, c'est la monétisation de ça auprès des gouvernements. Ce fameux outil lancé en 2026, le Street View Insights. Ouais, là on voit vraiment comment un service grand public devient une infrastructure d'État. En fait, les villes n'ont plus les moyens d'envoyer des humains inspecter des milliers de kilomètres de voirie. Bah oui, ça coûte une fortune. Du coup, elles interrogent l'IA. Elles scannent les parcours récents et repèrent toutes seules l'apparition des nids de poules ou les marquages au sol effacés. Elles signalent même les poteaux électriques qui penchent dangereusement. Ce qui prenait des semaines avec des flottes de camionnettes municipales se fait maintenant en une requête serveur. Et on franchit encore un cap avec la modélisation totale en temps réel, la fonction Immersive View par exemple, de 2023. Ah ça, c'est fascinant. Ça mélange la géométrie 3D du lidar avec les prévisions météo. Tu regardes plus une photo du passé, tu peux observer la tour Eiffel numériquement sous la pluie qui est prévue pour mardi prochain. C'est la logique des jumeaux numériques. Des villes comme Singapour, Helsinki ou Amsterdam investissent massivement là-dedans. Elles veulent des répliques exactes de leur territoire pour simuler le trafic ou les risques d'inondation. Et cette fusion entre monde physique et données, ça crée des compétences cognitives hallucinantes chez certains. Faut absolument qu'on parle du phénomène géocasseur. Ah oui, incontournable. Le jeu comptait plus de 45 millions de joueurs en 2026. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, le but, c'est d'être lâché au hasard n'importe où sur la carte et de deviner sa position exacte le plus vite possible. Mais le niveau des joueurs pros comme Rainbolt, C'est au-delà de l'entendement humain. mais grave. L'article explique qu'il peut identifier un pays en 0,1 seconde. En un dixième de seconde, t'as à peine le temps de cligner des yeux. Ouais, et lui, il a déjà analysé la texture granuleuse de l'asphalte, la forme de l'attache du câble sur un poteau téléphonique ou l'angle de l'ombre d'un arbre. À ce niveau-là, c'est plus de la géographie, c'est du profilage d'infrastructure. Et ça m'amène à une vraie réflexion. À ce stade, ce truc n'est plus du tout une carte. C'est devenu le système d'exploitation en temps réel de notre monde physique. L'analogie du système d'exploitation est super pertinente. Et comme toute infrastructure de ce type, il y a des frictions énormes. Il y a toujours eu des mouvements de rejet face à cet appétit de données. C'est sûr, tout le monde n'a pas l'envie d'être numérisé de force. Le cas des coches dans le dossier, ça reste l'Allemagne en 2010. Ah ouais, la fameuse rébellion allemande. Avant même le grand déploiement dans le pays, la contestation citoyenne a été tellement forte que ça a généré 244 000 demandes manuelles de floutage de façade. Rien que ça. L'entreprise s'est retrouvée complètement embourbée et la couverture de l'Allemagne est restée volontairement dégradée pendant presque 10 ans. Et l'Autriche à côté était allée encore plus loin, non? Oui, ils ont carrément exigé le blocage des données brutes. Pour eux, le procédé même était une violation massive du droit à l'image. Mais au-delà des citoyens, les États eux-mêmes ont capté le danger de laisser une boîte privée cartographier leurs secrets. L'anecdote de la base navale de Coronado en Californie est incroyable pour ça. Oui, le complexe en forme de croix gammée. C'est ça. Des vues aériennes couplées aux images des routes ont révélé au grand public que les bâtiments de l'US Navy formaient une immense croix gammée vue d'en haut. Ne pardonne pas face à un œil génital. Exactement. Ça fait un tel scandale qu'ils ont dû dépenser 600 000 $ d'argent public pour modifier l'architecture des toits. Et en France, la méthode est plus bureaucratique. On impose légalement de flouter toutes les bases aériennes, les prisons, les sites nucléaires.
On crée des angles morts légaux, en fait. Et puis il y a aussi toutes les batailles autour de la vie privée individuelle, avec des procès parfois un peu cocasses, mais très révélateurs. Comme le type en Argentine. Voilà, photographié nu chez lui parce que la caméra de la voiture était trop haute et voyait par-dessus son mur. Il a obtenu 11 000 € de dommages. Et au Japon, ils ont eu un problème similaire avec les murs, c'est ça? Pilier culturel. Au Japon, l'intimité est souvent protégée par des haies et des petits murets, et la caméra de Google filmait allègrement par-dessus. L'angoisse. Ils ont été obligés de rabaisser physiquement les mâts de près de 40 centimètres sur toutes leurs voitures japonaises. Mais tous ces petits incidents visuels, c'est presque rien à côté du grand scandale industriel de 2010, l'affaire du recueil des données Wi-Fi. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, celle-là. Mais l'article s'y attarde pour bien montrer que cette cartographie n'a jamais été uniquement visuelle. Faut bien expliquer ça, parce que c'était un séisme. Pendant des années, ces bagnores prenaient pas que des photos. Elles avaient des antennes spéciales pour repérer les routeurs Wi-Fi des maisons. Le but officiel, c'était d'améliorer la géolocalisation des smartphones. Ce qui en soi est légitime. Oui. Sauf qu'un fameux bug logiciel a fait que les antennes se sont mises à aspirer ou à sniffer les paquets de données sur les réseaux Wi-Fi non sécurisés des gens. Et là, c'est le drame. Des mots de passe, des historiques de navigation, des emails personnels. Des pans entiers de vie privée ont été aspirés et stockés sur des serveurs avec les photos des rues. Et la ligne de défense était assez folle. Oups, c'est une erreur d'un programmeur qui a laissé un code expérimental. Les régulateurs n'ont pas trop rigolé. Aux États-Unis, ça s'est soldé par un accord à 7 millions de dollars, et en France, la CNIL a papé fort, avec de grosses amendes. Ça a rappelé à tout le monde que le système absorbait bien plus que de simples pixels. Et justement, pour revenir aux images, il y a une dimension très philosophique dans ce texte de Block News. Pour exister légalement, cet algorithme a dû apprendre à flouter plus de 220 milliards de visages. Et de plaques d'immatriculation, oui. Et cet entraînement titanesque de vision par ordinateur, c'est ce qui a nourri toutes les autres intelligences artificielles de l'entreprise. Mais quand on y réfléchit, le but ultime de ce panoptique mondial, c'est d'effacer les humains. C'est ça, il veut une carte propre, vide. Une géométrie parfaite. Sauf que les humains, par nature, ils débordent du cadre avec toutes leurs absurdités. Ouais, l'outil veut stériliser l'espace, mais l'accident, l'inattendu, ça finit toujours par s'infiltrer. L'article cite le projet de Neil Agarwal, Wonders of Street View, qui recense toutes ces anomalies. À cause d'un bug d'assemblage, tu te retrouves avec un passant à 3 jambes à Pittsburgh. Et parfois, c'est même pas des bugs, c'est des actes délibérés. Ah oui, les mecs au Japon alignés sur le trottoir avec des masques de pigeons géants pour fixer la caméra. Ou le caniche assis au volant d'un bus. Le système voulait cartographier la matière et il est devenu l'archive de nos plus grandes bizarreries. Si on prend du recul, la thèse finale du dossier est implacable. En 20 ans, on a bâti la bibliothèque d'Alexandrie du réel. J'aime beaucoup cette image. Avant, les civilisations accumulaient les textes, le savoir théorique. Là, c'est la topologie, la matière même de notre époque qu'on archive, avec une résolution et une permanence jamais vues. Sauf que qui dit bibliothèque dit bibliothécaire. Et c'est lui qui décide ce qu'on garde et ce qu'on censure. Ce témoin mécanique qui capte un meurtre à Tajueco ou qui floute une base militaire. Il a l'air neutre, mais c'est faux. Le pouvoir est entre les mains de l'entité qui contrôle l'algo de floutage. C'est elle qui décide ce que le monde a le droit de voir de lui-même. Et ça m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Puisque ces flottes gèlent nos villes dans des jumeaux numériques permanents, qu'est-ce qui va se passer dans 200 ans? Ah oui, pour les futures générations. Les archéologues du futur, ils iront pas creuser la Terre, ils mettront un casque virtuel pour se balader dans les rues de 2026, éternellement suspendus dans le temps. On va laisser derrière nous d'immenses villes fantômes numériques, de lieux physiques qui auront peut-être totalement disparu. C'est quand même vertigineux de penser qu'une caméra sur un toit continuera d'héberger, pour les siècles à venir, le reflet d'une Land Rover rouge dans un village de 56 habitants. C'est une pensée vertigineuse, ouais. C'est un truc à garder dans un coin de la tête la prochaine fois qu'on ouvre une appli pour chercher son chemin. Merci à notre auditoire d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très bientôt pour poursuivre l'analyse de notre époque.